Il est 14h53, merci d'être avec nous dans ce grand journal en direct sur Radio J. Bonjour monsieur le grand rabbin Bruno Fison. Bonjour. Et merci d'être avec nous, vous êtes grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France et du président du consistoire central pour les questions d'abattage. Et cet après-midi, bien qu'il soit encore assez tôt dans la journée, vous nous parlez des Juifs et du whisky. Première question monsieur le grand rabbin, comment toute cette histoire a commencé aux États-Unis ? Eh bien, un peu avant les États-Unis, d'ailleurs, en Europe de l'Est, oui. Les Juifs ont eu souvent les droits exclusifs pour la distillation des alcools. On parle de 30% parfois de l'activité juive au 19e siècle dans la distillation d'alcool et 85% des tavernes en Pologne étaient tenues par des propriétaires juifs. Donc, il y a déjà une tradition. Et puis, ces gens vont migrer et on trouve aux États-Unis plusieurs personnes qui vont créer des distilleries. Et en particulier, un certain Isaac Wolf Bernheim, alors lui est originaire d'Allemagne, qui va, avec son frère, vont créer la première distillerie qui va commercialiser à une grande échelle, donc dans le Kentucky, du whisky américain qu'on appelle le Bourbon. Et nous sommes en 1872. Et d'ailleurs, cette marque va s'appeler, elle existe toujours, E.W. Harper, parce qu'il fallait un nom un peu américain, E.W. pour Isaac Wolf. Et d'ailleurs, Henry Ford, le grand industriel d'automobile, grand antisémite notoire, nous dit que l'industrie de l'alcool est pourrie par les Juifs. Donc, déjà une phase assez violente. Et puis au Canada, on a également le personnage de Samuel Bronfman, donc très connu, qui deviendra président du Congrès juif canadien, et son fils Edgar Bronfman sera à un moment donné président du Congrès juif mondial. Alors lui, il arrive de Moldavie natale, et puis en 1922, il crée la grande distillerie Seagram, donc Seagram du whisky canadien, qui dans la ville de Waterloo. Et puis alors ça va s'étendre, ça va grandir, et puis il va créer d'autres marques. Il va racheter Chivas en Écosse, et puis qui est très connu, bien sûr. Et puis absolument, Crown, c'est une marque canadienne. Et puis arrive la prohibition. Alors c'est le 18e amendement en 1920 sous la pression des lobbies chrétiens fondamentalistes. Alors les Juifs sont bien embêtés, mais sachez que dans cette prohibition, il y a l'article 6 du 18e amendement qui prévoit l'autorisation d'utiliser du vin pour sacramental, comme ils disent, du vin pour le kidouche, 50 bouteilles par personne et par an. Alors c'est pas mal, mais on voit les congrégations juives grandir, beaucoup de gens deviennent juifs, et même il y a un rabbin, le rabbin Henry Carr, qui sera condamné en 1922 à San Francisco pour trafic d'alcool. Mais il y a même des gens qui arrivent à faire passer le fait que le whisky et le bourbon, c'est aussi une boisson religieuse parce qu'on peut faire le Shabbat matin kidouche sur du whisky et pas sur du vin. Alors voilà, cette anecdote est assez amusante, et puis on va y arriver à la cacheroute elle-même du whisky, puisqu'il faut quand même faire un petit peu attention. Alors d'abord, le whisky, c'est fait à partir de malt d'orge ou de blé, donc c'est pas kasher le Pessar, c'est Hametz, ça tout le monde le sait, mais qu'en est-il de la cacheroute véritable du whisky ? Alors, sur l'Écosse, le Beth Din de Londres a fait un grand travail. Et d'abord, premier point, en principe, les whiskies écossais sont tous kasher à condition d'être blotted, c'est-à-dire mis en bouteille en Écosse. Ce qu'on craint évidemment, c'est l'ajout d'alcool non kasher à base de vin. Pour le single malt, c'est un peu plus compliqué. Pour les amateurs de bons whisky de single malt écossais, il faut savoir que la plupart des single malt sont kasher, sauf ceux qui ont été mûris, matured, comme on dit, en fût de vin pour leur donner un goût. Wine Cat Finish, Xérès, Porto, Sherry Cask. Donc, il faut bien regarder l'étiquette. Si ces whiskies ont été maturés ou mûris... On va éviter qu'il y ait des traces de vin. Voilà, qui ont des traces de vin. Alors, le Rav Moshe Feinstein, à l'époque, avait dit, c'est pas grave, c'est annulé dans 60 fois le volume. Mais aujourd'hui, on constate quand même que le vin donne un goût, c'est ce qui est recherché dans cette mise en tonneau de vin espagnol ou portugais qu'on ramène d'ailleurs à grands frais pour donner un goût au vin. Et là, évidemment, ces whiskies sont interdits, ces single malt sont interdits, les autres sont tous permis. Si c'est marqué seulement wooden cask, c'est-à-dire en fût de bois, c'est permis. L'Irlande également, les whiskies irlandais sont tous kasher. En 2009, il y a une loi qui interdit d'ajouter des additifs, donc on peut consommer les whiskies irlandais bottled in Ireland. Pour les whiskies canadiens, c'est un peu plus compliqué. Là, il n'y a pas de législation, donc il faut se référer aux listes. Alors évidemment, Seagram et Crown, qui ont été fondés par Samuel Bronfman, sont kasher. Et les bourbons américains, c'est la même chose, il faut faire attention. Encore une fois, la marque Harper, elle est kasher.
La marque Jack Daniel, c'est le plus connu, celle-là aussi est cachère, se réfère aux listes. Et malheureusement, les whiskies japonais, nous n'avons que très peu d'informations et on s'abstiendra de les consommer. Ça viendra peut-être avec le temps, à consommer avec modération, je le rappelle. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Bruno Fison. Shabbat shalom et à jeudi prochain. Shabbat shalom.